suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine Les Succès d'Afrique. Êtes-vous prêts pour une nouvelle aventure au cœur de l'Afrique émergente? Installez-vous confortablement, c'est parti! La mode est un métier d'avenir et la jeunesse togolaise en est consciente. Selon handicap, les écoles de formation en modélisme sont rares au Togo. La rubrique Success Story de cette semaine vous fait découvrir le styliste Fall Touré. Il est le fondateur de l'Académie de mode qui porte son nom et également le promoteur de l'Omé Fashion Week dont la première édition vient de s'achever. Il se confie à nous. Pour les Togolais, je suis un étranger et pour les étrangers, je suis de chez eux. Les Sénégalais me prennent pour un Sénégalais, les Ivoiriens aimeraient que je sois Ivoirien. C'est vrai, c'est mon nom qui fait que au Togo, beaucoup ne pensent que je suis plutôt étranger. C'est le Fall et le Touré, Fall Touré, qui fait qu'on pense cela. Je suis Togolais, comment je vais dire ça, 100% de père et de mère. Je suis Kotokoli, donc de Sokodé, au centre du pays, et je suis de la famille Katakpaou Touré. Je suis venu à la mode par hasard. J'ai toujours dit que c'est vraiment un hasard parce que moi j'étais plutôt attiré par la musique, la danse. Mais j'aimais beaucoup donc les vêtements. Les beaux vêtements. J'ai commencé à recevoir des vêtements de mon frère qui est en France à l'époque, qui était étudiant là-bas, qui aimait aussi les vêtements, qui m'envoyait donc des vêtements de marque, donc les Pierre Cardin, Yves Saint Laurent. À l'époque, beaucoup de jeunes de mon âge ne connaissaient même pas ce que c'est une marque. Chaque fois que je recevais donc des vêtements, des chemises, des pantalons, je regardais des vestes, je regardais le nom qu'il y avait à l'intérieur. Donc après cela, j'ai commencé par dessiner mes propres vêtements que je donnais à des couturiers de la place. Mais vous savez, déjà à l'époque, beaucoup n'arrivent pas, même quand je parle de l'époque, même aujourd'hui, beaucoup n'arrivent pas à interpréter des dessins. Tu leur donnes un dessin, ils ne savent pas donc transformer ce dessin en 3 dimensions, donc matérialiser donc ce dessin, que ça devient quelque chose qu'on touche, mais que ça ressemble au dessin. Et c'est là qu'il y avait des problèmes. Et c'est à partir de ce moment que j'avais envie donc de réaliser mes propres tenues. Je me dis que si je pouvais moi-même réaliser cette tenue, donc à partir de mes idées, à partir de mes dessins, alors ce serait génial. Donc c'est là que l'envie donc de pouvoir le faire moi-même, de pouvoir sortir donc ces dessins donc des papiers et le matérialiser, qui m'a poussé à la mode. Arrivé en Europe, c'est là vraiment que j'ai commencé à regarder donc les défilés de mode à la télévision. C'était dans les années 94. À regarder vraiment les défilés de mode. C'est là que j'ai compris qu'au fait, ce que je faisais ici à Lomé avant, c'était du stylisme. Alors j'ai décidé donc de me lancer. Je suis allé m'inscrire dans une école de mode à Gand, donc la IVV, donc école de textile et de mode, institut de mode et de textile de Gand. Donc c'est là que j'ai fait mes études de stylisme et donc voilà comment je suis arrivé. En 2000, donc une année juste après l'obtention de mon diplôme de styliste, j'ai été sélectionné l'un des meilleurs jeunes stylistes africains et invité au Cora Award en Afrique du Sud. Donc c'est là aussi que j'ai fait des rencontres. Déjà, par exemple, j'ai rencontré pas mal d'artistes et puisque j'étais là pour présenter une collection, j'ai fait la rencontre de Tikenja qui lui était invité en tant que révélation RFI de l'année. J'ai vu King Vincent, qui était artiste traditionnel, invité également, et plein d'autres artistes. C'est là que ça a démarré. Tikenja jusqu'à aujourd'hui, je l'habille. Donc entre-temps, j'ai eu à habiller beaucoup d'autres artistes, chanteurs comme footballeurs, Papa Wemba, Félix Oazekwa, et donc pour l'album. Et après, l'album, c'est ma création qu'il a portée sur l'album.
Il y a eu de jeunes chanteurs également, comme les Wezépé, d'ailleurs même, que j'ai produit même. Il y a Kanouté, Adebayor, il y en a beaucoup. Lomé a besoin donc d'une Fashion Week. Le Togo a besoin de sa Fashion Week. C'est depuis 2003 que j'ai eu donc à écrire ce projet. En ce moment, on ne parlait même pas de Fashion Week en Afrique en 2003. C'était d'abord un projet que j'avais proposé à la ville de Gand. Gand, c'est la ville où j'habite en Belgique, c'est en Flandre. C'est après avoir proposé donc ce projet où je voulais faire venir des stylistes africains là-bas. En Belgique et faire un grand show sur 3 jours avec des stylistes européens, belges. Et donc c'est à ce moment que l'idée m'est venue donc de créer, donc d'avoir notre propre Lomé Fashion Week. Donc à partir de ce moment, j'ai écrit le projet et je crois que j'ai écrit le projet sur 4 pages et sur 2 ou 3 lignes en bas, à la fin, j'ai mis suivra une académie de mode. 10 ans plus tard, c'est-à-dire en 2013, c'est l'académie de mode que j'ai créée d'abord. Je ne cherche pas aujourd'hui à faire de Lomé la capitale de la mode. Lomé était déjà la capitale de la mode. Nous, dans les années 60, 70, on n'était même pas encore nés, les années 60 et autres. Lomé était déjà la plaque tournante de la mode. Avec les Nanabenz. Nanabenz, c'est des femmes togolaises. Il n'y a pas de Nanabenz ailleurs. Il n'y a que ici à Lomé, au Togo. Ces femmes étaient les commerçantes donc, de tissus. Ce sont elles qui vendaient les tissus en Afrique. Donc les autres pays, tous les pays africains venaient ici, chez nous, pour venir s'approvisionner en tissu, le wax. Beaucoup d'ailleurs même faisaient faire des vêtements ici. Donc ils ne partaient plus avec les tissus, partaient carrément avec des vêtements faits par nos couturiers de la place. Et donc cela faisait déjà de Lomé la capitale, le carrefour donc, de la mode du tissu. Mais avec les années 90, passant par là, Lomé a perdu donc cette place-là. On parle aujourd'hui d'Abidjan, de Dakar, et moi, j'ai décidé, j'ai beaucoup réfléchi, surtout vu donc l'ampleur de la mode aujourd'hui à Lomé. Beaucoup de jeunes créateurs qui font de belles choses. J'ai dit, il est temps qu'avec la Lomé Fashion Week qu'on vient de lancer donc cette année, on récupère cette place. Ce n'est pas une place qu'on est en train de chercher. Non, cette place nous appartenait et on va juste donc la récupérer, refaire donc de Lomé la capitale de la mode. Aussi bien les journalistes, les gens normaux et surtout les stylistes, je leur demande, je leur conseille de ne plus dire la mode africaine. C'est un mot que j'ai toujours détesté depuis que j'étais étudiant en stylisme. Je n'aime pas ce terme-là, mode africaine. Pour moi, la mode africaine n'existe pas. Il y a juste la mode. La mode. Mais on peut utiliser n'importe quel tissu, que ce soit donc du kente, les pantissés que nous faisons ici, le batik. En fait, toutes les matières africaines, on peut les utiliser pour faire de la mode. On ne fait pas de la mode parce que nous utilisons le wax, parce que nous utilisons le kente. Ça ne veut pas dire que c'est de la mode africaine. Nous faisons de la mode. Nous devons maintenant essayer donc de trouver les coupes justes, de faire des choses que le monde entier peut porter. Parce que l'Africain, quand il crée, il ne pense qu'à l'Afrique, il ne pense qu'à son environnement. Non. Il faut maintenant, puisque le jean, le t-shirt, les chemises sont devenus donc des vêtements
choses, comment je vais dire, des vêtements naturels pour nous tous. Nous le portons partout dans le monde. On porte du jean, on porte des t-shirts, des chemises, des costumes. Alors, à nous également donc de trouver un moyen donc d'amener les autres à porter ce que nous faisons. Les stylistes doivent faire beaucoup d'efforts pour ramener, apporter donc de savoir-faire. Le styliste doit pouvoir vendre sur l'international et non penser juste à vendre localement dans leur environnement. Non, nous devons commencer, nous devons nous battre pour que nos tissus, nos matériels ici puissent aussi partir ailleurs. Raison pour laquelle donc lors de la Fashion Week, j'ai présenté une collection faite du cuir tanné chez nous ici, et aussi du batik fait chez nous. Donc il n'y a rien qui est venu de l'extérieur. J'ai pris des matériels ici et j'ai fait cette collection. C'est toujours donc dans le souci de donner l'exemple, de montrer qu'on peut utiliser des matériels de chez nous pour l'extérieur, pour l'international. Place à présent à la rubrique Agenda. Mi-temps, c'est le nom de la nouvelle série télé togolaise qui sera en diffusion à partir du 10 juin prochain sur la chaîne cryptée Canal+. Comme son nom l'indique, la série est produite pour divertir les téléspectateurs durant les mi-temps de l'Euro 2016. Elle est l'œuvre de la réalisatrice togolaise Angela Kereborou et Jean-Luc Rabatel. On a commencé le métier avec des comédiens togolais sur Zémé Palavre, ça s'est toujours bien passé, donc on continuera avec des comédiens togolais. Je pense qu'il y a des talents ici, ce que j'appelle des talents bruts, des diamants qui n'ont pas été taillés. Il faut juste les coacher, apprendre des techniques de travail. On pense qu'on se lève un matin, on va faire une série, on va faire un film et puis c'est bon. Alors qu'en fait, faire de la production, c'est comme monter une entreprise. Et comme moi je suis business dans ma tête, aujourd'hui dans le monde ce qui fonctionne c'est la série, parce que la série permet d'avoir un spectateur de manière soit quotidienne ou hebdomadaire à une heure donnée. Et la série elle passe sur quoi? Elle passe à la télévision. Et la télévision, qu'est-ce qu'elle cherche? Le directeur de télévision, il veut avoir des spectateurs devant la télévision parce qu'il est financé par les annonceurs. Et les annonceurs, ils vont demander au directeur de télé, garantis-moi d'avoir des gens devant la télé. Et ça, la clé, c'est la série. Voilà pourquoi je fais de la série. Mi-temps raconte toute une histoire qui tourne autour du quotidien d'un jeune couple, Hubert et Eugénia, tous deux propriétaires d'un bar. Hubert aime suivre les matchs de football alors que son épouse préfère les séries novelas. Les acteurs de mi-temps sont majoritairement togolais, une première expérience pour la plupart. Alors c'est vrai que durant le tournage de mi-temps, j'ai rencontré quelques difficultés, je pense surtout dues au stress, parce qu'en fait on veut tellement bien faire qu'à un moment les textes, on bute un tout petit peu sur les textes, et alors le fait de répéter une fois, deux fois, trois fois, on commence à paniquer, et alors voilà. Ce que j'ai aimé dans la série mi-temps, c'est un peu l'ambiance qui régnait entre nous les comédiens. C'était tellement sympathique que ça a permis à la réussite du groupe. Si je parle du groupe, c'est parce que l'ambiance du groupe à la base était super. Et donc du coup, ça nous a permis de réussir et défier ce défi de Canal+. J'aime le personnage d'Eugénia d'abord. D'abord, c'est une femme âgée, mais très coquette. J'aime la façon dont elle se maquille. Elle est très coquette. Dans la vie, en général, je ne suis pas dans ce genre. Donc, j'ai aimé ce côté. Elle est assez dégourdie. Et puis, elle sait dire ce qu'il faut à son mari. Le vendredi 27 mai dernier, une projection en avant-première de la nouvelle série mi-temps a eu lieu à Lomé. Notons par ailleurs qu'elle a été entièrement produite par Canal+, qui investit depuis quelques années dans l'industrie cinématographique africaine. Alors, ma collection de ce soir est baptisée Virginité perdue. C'est une collection qui va être déclinée rien qu'en blanc avec des touches de rouge pour dire que voilà, on a perdu la virginité. Tout simplement parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se dire autrement. Pour ne pas les dire verbalement, il faut aller sur le plan artistique et montrer aux gens que voilà, ça peut se dire quand on perd une virginité.
Ce soir, je vais présenter une collection très rock'n'roll, une collection très rock'n'roll basée sur du noir et de l'argenté, et ce sera vraiment sexy. Je m'appelle Harmonie, je représente le Bénin ici à la Lomé Fashion Week. Au Bénin actuellement, beaucoup de choses changent, les choses bougent. Les gens s'intéressent de plus en plus à la mode. Ils ne prennent plus ça comme juste un passe-temps. Donc je peux dire que ça va de mieux en mieux et j'espère que ça ira encore plus. Vous êtes acteur ou actrice, vous rêvez de tourner sur un grand plateau, vous devez nécessairement passer par l'étape du casting. L'acteur burkinabé Gustave Sorgho, notre invité de ce numéro, vous propose des clés pour réussir cet exercice. Un casting, c'est l'opération qui consiste à choisir les comédiens, les acteurs, qui vont interpréter le rôle des différents personnages dans un film. Un bon film passe déjà par un bon casting. On dit souvent que quand on a réussi un bon casting, on a au moins 60-66% du film qui peut être une réussite. Et les comédiens qui sont chargés, après un casting, d'incarner les différents personnages dans un film, donnent beaucoup d'eux pour que le texte qui a été écrit soit vivant, pour que le texte qui a été écrit ait de l'expression, pour que le texte qui a été écrit convainc le spectateur. Non, quand vous partez d'un casting, il y a un directeur de casting qui gère et puis qui vous met vraiment dans la posture et qui a soit une caméra, avec un caméraman qui vous prend vos images dans vos expressions et vous présente et tout. Tout d'abord, c'est comme quand on part à un examen, il faut se préparer. Mais ce qui est capital pour un comédien, c'est toujours lire. Lire et encore lire. Lire tout ce qui se passe, tout ce qui lui tombe dans la main. Parce que la lecture, c'est le levain du cerveau. Et ça permet d'avoir une mémoire vive. Parce que si vous n'aimez pas lire, vous ne pourrez pas retenir. Or, c'est la lecture qui fait qu'on peut retenir. Pour aller à un casting, il faut déjà se dire qu'on va pour se faire vendre. On va pour donner les qualités qu'on a à pouvoir interpréter un rôle. Donc c'est quoi? C'est aller sans complaisance, c'est parler à haute et intelligible voix, c'est essayer, parce que souvent on vous donne un texte, essayer d'incarner ou de donner le souffle nécessaire, l'expression nécessaire pour qu'on sente que vous avez mis du sien, pour que vraiment on pense que vous pouvez jouer le rôle. Même un comédien, avant de partir, il doit savoir respirer. Ce qui est bon dans ce métier, c'est parce que le métier de comédien, d'acteur, il faut avoir des critères sur de bonnes bases. Ça veut dire quoi? Le comédien, il fait appel à son sens d'observation, à son vécu, à son imaginaire et à son ressenti. Et donc, c'est par rapport à ça, vous pouvez imaginer. On va dire par exemple, votre maman est décédée ou votre papa est décédé. Vivez cet instant. Peut-être que vous n'avez jamais vu votre papa vivre, votre maman vivre. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire ressortir ce que vous avez eu comme observation. Parce que c'est sûr que la vie c'est la vie et la mort. Vous allez peut-être avoir un oncle, un ami qui a perdu. Et c'est ça, vous allez observer tout ce que vous avez ressenti à la mort, à la disparition de cette personne. Et en plus, il faut observer. Quand vous observez et après, vous imaginez ce que peut être, ce que vous pouvez ressentir, c'est ça qui va vous amener à être
le plus près possible du personnage qu'on vous demande d'incarner. Le casting aussi, c'est une école à laquelle il faut aller, parce que c'est un exercice dans lequel un acteur doit pouvoir être à l'aise. Donc il ne faut pas penser qu'on a fait 150 films. Bon, si vous êtes une vedette et que le réalisateur vous cherche parce que vous savez que votre image peut être une image qui va payer, qui va lui rapporter des partenaires et de l'argent pour aller, c'est tant mieux. Mais ça, je vous dis, c'est des gens qui écrivent en tenant compte de tel acteur et tel acteur et tel acteur. Mais sous nos cieux, je crois que tout casting, celui qui veut vraiment, il doit y aller. Et c'est la condition première. Et quand j'y vais avec tout mon ressenti, tout moi, pour pouvoir présenter et puis me faire vendre et puis obtenir le rôle que le réalisateur veut bien me donner. Je suis en train de faire un casting. Je demande par exemple au comédien qui est en face de moi, est-ce que vous pouvez me gifler? Ah, s'il est réticent, je ne peux pas comprendre. Mais quand le directeur de casting pose ce genre de questions, il dit, est-ce que vous pouvez vous déshabiller? Ou bien déshabillez-vous? Ou bien embrassez-moi? Ou bien giflez-moi? Ou bien... C'est pour voir la répartie que le comédien a. La répartie consiste à quoi? Déjà la spontanéité avec laquelle la personne répond. C'est cela, mais ce n'est pas du striptease que la personne veut vous faire voir, déshabillez-vous, non. C'est déjà voir la spontanéité avec laquelle la personne peut réagir. Et c'est ça qui fait que souvent il y a des gens qui pensent que non, c'est peut-être aller dans des solutions, des situations osées, non. Mais on sait s'arrêter au juste milieu. C'est pas pour faire, on ne fait pas un film, c'est pas des films pornographiques où il y a autre chose, non. Mais un casting, il faut tout mettre le sérieux. J'ai dit, je veux que vous vous énervez. Je veux que vous pleuriez. Je veux que vous me fassiez sortir une certaine émotion. Mais si vous n'arrivez pas à le faire sortir, ce n'est pas la peine. Disons que dans le film Le Testament, et quand on a fini le casting, on était au stade des répétitions. Ma fille, du nom de Lily, qui avait été d'abord choisie, un tel là, était beaucoup plus timorée. Bon, on était peut-être même pas dans la même longueur d'onde. Et je crois qu'il y a une fille qui a accompagné sa tante pour venir justement récupérer celle qu'on avait castée déjà. Et j'ai senti en elle qu'elle avait de la volonté, de la curiosité. Et je l'ai appelée, je dis, ah ma fille, on dirait que tu as envie de faire. Ah oui, oui, je dis, mais est-ce que tu pourrais faire, est-ce que ça. Et dans la causerie, je sentis qu'elle était plus à l'aise pour incarner le rôle de Mimi. Et j'ai dit, de Lily, j'ai dit à la réalisatrice, est-ce qu'on peut essayer cette fille-là, on va voir. L'essai était tellement concluant que les autres ont dit bon. Et même celle qui avait été choisie trouvait que l'autre était plus à l'aise, était plus alerte et tout. Voilà comment quelqu'un qui ne s'attendait pas à jouer un rôle a été pris dans un film. Vous savez, il faut partir à un casting avec sa propre conviction et se dire que je vais pour chercher un rôle. Quand on va à la guerre, on va pour gagner. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas été retenu à un casting que vous n'avez pas réussi. Il faut se dire toujours qu'on gagne toujours en y allant. Le fort des qualités, les qualités fortes pour être un bon comédien, un bon acteur, je crois que c'est ça, c'est d'abord d'avoir la passion. Quand vous avez la passion, vous faites vraiment, vous allez au fond des choses. Et c'est de savoir se remettre en cause. Et la force d'un comédien, d'un acteur, c'est d'être humble et généreux. Humble parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Généreux parce que quand vous avez un partenaire en face de vous, si vous ne savez pas donner, vous ne saurez jamais recevoir et c'est sûr que vous ne ferez pas un bon jeu. C'est la fin de ce numéro de votre magazine Les Succès d'Afrique. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, même chaîne et même heure. Je vous rappelle que l'émission est rediffusée les mardis à 10h30 et les samedis à 15h30. D'ici là, portez-vous bien. Vous le constatez, c'est la couleur verte.